Bonjour à toutes et à tous, on va attendre quelques secondes que les unes et les uns se connectent et nous allons pouvoir démarrer cette 18e édition du live InnoGaz. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la décarbonation dans les bâtiments, comment choisir dans la pluralité des solutions. Et contrairement à ce que nous vous proposons habituellement, j'ai envie de dire, aujourd'hui nous proposons un décryptage d'une étude qui a été commandée par Coenov à Artelis, une étude approfondie sur la décarbonation du secteur résidentiel et tertiaire à l'horizon 2030. Pour présenter et commenter cette étude, aujourd'hui nous accueillons Jean-Charles Collaroy, président de Coenov. Bonjour Jean-Charles. Emmanuel Kahn, président du comité scientifique et technique de Coenov. Maxime Chamas, directeur de projet chez Artelis, et Jeanne Bourgarel, chef de projet chez Artelis également. Bonjour Jeanne. Alors c'est une étude qui est assez dense et assez technique, donc je vous propose à toutes et à tous de ne pas attendre la fin pour poser vos questions. Vous n'hésitez pas, il y a un chat, vous posez vos questions au fur et à mesure, nous prendrons les questions et nous tenterons d'y répondre pour rendre ce live le plus interactif possible. Nous terminerons ce live aux alentours de midi et si vous avez des problèmes techniques sur le chat, vous n'hésitez pas à contacter Hugo Roncin qui répondra à vos questions. Merci encore à toutes et à tous. Jean-Charles, je te laisse la parole. Merci Simon, merci beaucoup aux équipes de Bourritalon de nous accueillir dans ce studio. Très heureux de vous retrouver pour ce 18e Live InnoGaz de Coenov. Vous le savez, Coenov rassemble les grands acteurs industriels, installateurs, mainteneurs des solutions d'efficacité énergétique dans le secteur des bâtiments. Et on met à l'honneur dans ces InnoGaz vraiment des acteurs, des entreprises, des innovations de la filière gazière. Et cette fois-ci, on a voulu faire un peu différent. On a voulu présenter une étude technique qu'on a menée pendant plusieurs mois avec la société Artelis pour essayer de travailler sur le sujet spécifique de la PAC hybride, montrer l'intérêt de ces solutions et puis aussi voir comment un mix équilibré de solutions entre électricité performante, gaz vert, hybridation des solutions, et bien comment un mix plus équilibré permet d'avoir un optimum pour le pays quand on se projette à 2030 dans les solutions de chauffage dans le bâtiment. Donc voilà ce qu'on va aborder aujourd'hui. Pour rappel peut-être sur le slide qui suit la vision de Coenov, vous le savez, c'est d'abord baisser les consommations, c'est très important. Ça passe par des actions de sobriété, d'efficacité énergétique des appareils, d'isolation des bâtiments. Donc ça, priorité, baisse des consommations. Et dans le secteur du gaz, on va pouvoir passer en 20-25 ans sans forcément perdre beaucoup de clients. On va pouvoir réduire les consommations par quasiment deux. Plus de 400 TWh il y a 1 ou 2 ans, on va passer à près de 200 TWh en 2050. Deuxièmement, verdissement du vecteur gaz. Ça, c'est aussi intéressant. La France est un pays qui a beaucoup de déchets agricoles, agroalimentaires. Eh bien, on va pouvoir valoriser ces déchets dans différentes technologies et verdir l'ensemble du vecteur gaz. Et puis ensuite, des innovations, la chaudière très haute performance énergétique, il y a encore la moitié du parc qui peut être upgradé, et l'hybridation des systèmes. On va en parler beaucoup aujourd'hui. Dans le slide suivant, on voit aussi, j'ai remis l'ensemble des technologies de production de gaz vert. Je passe très rapidement là-dessus, mais c'est pour montrer qu'on a des potentiels sur la méthanisation, utilisation des déchets agricoles et agroalimentaires, un recyclage de ces déchets. Ça permet aux agriculteurs d'avoir des revenus complémentaires, de produire à la fois du biogaz, mais aussi des digestats qui permettent aux agriculteurs de consommer et d'utiliser des engrais chimiques importés. Et puis, il y a d'autres technologies qui amènent des relais de croissance de production de gaz vert, pyrogazéification, utilisation de déchets, combustibles solides de récupération, CSR ou déchets de bois, ou la gazéification hydrothermale. Là, ce sont plutôt les déchets humides, des bouts de station d'épuration ou les bouts de dragage. Quand on met bout à bout l'ensemble des technologies, il y a un potentiel pour le pays de plus de 300 TWh. Et finalement, la consommation de gaz, elle, sera aux alentours de 200 d'ici 25 ans. Donc on a même de la marge. On voit bien que même si ces technologies, eh bien, il y a des difficultés sur certaines ou autres, on a de la marge et on sera finalement autonome en gaz vert en 20-25 ans. Et ça, c'est important de montrer ça pour le pays. Donc voilà sur slide. Le slide suivant, ça parle des packs hybrides, et c'est un gros focus de notre étude dont on va parler. C'est une technologie qui est intéressante parce qu'elle allie à la fois une pompe à chaleur et une chaudière, à la fois des électrons décarbonés et le vecteur gaz qui est en train de se verdir. Et on a les atouts des différentes technologies. À la fois, quand on met une pack hybride, on peut dimensionner de façon plus petite, plus cohérente la pompe à chaleur, et comme son
prix est proportionnel à sa puissance au niveau de la PAC, eh bien, on a un produit finalement PAC hybride qui est très compétitif par rapport à une PAC tout électrique. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est un produit qui permet de faire à la fois le chauffage et l'eau chaude sanitaire, et donc on n'a pas besoin de travaux supplémentaires, de ballons d'eau chaude, ou de changer par exemple les émetteurs si on est sur des anciens radiateurs avec de la basse température. C'est un produit qui s'adapte bien à ça et aussi aux rénovations par étapes, puisque finalement la pompe à chaleur est justement dimensionnée, et donc si on fait l'isolation après ou progressivement, ben finalement la PAC hybride s'adapte à une isolation, à une rénovation progressive. Et puis, c'est un produit qui permet d'abattre très fort les émissions de CO2. On peut faire jusqu'à 70% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre grâce à une PAC hybride. On réduit aussi très fort les factures. Donc c'est un outil qui est très pertinent et qui permet même, on reprend là sur ce slide les chiffres d'une étude Pouget Consultant, qui permet même d'installer des pompes à chaleur dans certaines situations où ce n'était pas possible. Donc en particulier dans les logements collectifs à chauffage individuel, il y a parfois une impossibilité d'installer une pompe à chaleur seule pour les problématiques d'émetteurs, basse température ou autre. Et bien là, une PAC hybride permet finalement d'adresser un parc plus grand pour le marché des pompes à chaleur, donc c'est aussi un enjeu intéressant. Et puis le graphe que vous voyez, c'est le fonctionnement de la pompe à chaleur, ça c'est important aussi, on a voulu le mentionner là, c'est que ce n'est pas du on-off, c'est que les deux produits, pompe à chaleur et chaudière, fonctionnent intelligemment entre eux, prennent le relais, selon qu'il fait plus ou moins froid à l'extérieur, selon qu'il y a des tensions sur le réseau électrique aussi, parce que c'est tout un intérêt de la pompe à chaleur, c'est de venir soulager le réseau électrique en période hivernale, en passant sur le vecteur gaz qui lui se stocke tout au long de l'année. Et bien voilà, c'est un fonctionnement intelligent, je dirais, un smart fonctionnement des deux équipements. Jean-Charles, j'ai une question sur la Oui. slide d'avant, donc je me permets de te couper, de Christian Cardonnel, sur le contenu CO2 à prendre en compte pour 1 kWh de gaz vert. Quel est le contenu CO2? Sur le gaz fossile, on est sur du 227 grammes de CO2 par kilowattheure. Sur le gaz, biogaz, biométhane injecté, c'est 44 grammes de CO2 par kilowattheure. C'est la base ADEME, la base carbone de l'ADEME qui donne ces émissions de CO2. Donc voilà pour le fait que le gaz vert est une énergie renouvelable reconnue par l'ADEME. Merci. Dans le slide suivant, eh bien, on voit la différence d'appel de puissance entre l'été et l'hiver. Il y a un rapport de 4, hein, et c'est pour ça que dans le secteur du bâtiment, il est important de conserver des équipements qui permettent de valoriser un vecteur énergétique stockable, comme le gaz qui se verdit, puisque au pic de puissance en hiver, hein, on peut atteindre 330 gigawatts d'appel de puissance en instantané. L'électricité peut monter à près de 100, 102, je crois, un maximum avait été atteint. Le gaz en fournit 130. Donc on voit bien qu'il sera compliqué d'électrifier l'ensemble des usages du bâtiment, et que c'est dans une alliance entre le vecteur électrique décarboné, c'est une chance pour notre pays, et un vecteur stockable comme le gaz qui se verdit, qu'on trouvera le bon optimum pour passer les pointes hivernales dans un secteur thermosensible comme celui du bâtiment. Voilà. Et puis je redis aussi que finalement, plus on favorise les technologies hybrides et les packs hybrides, plus on donne un avantage concurrentiel à nos industriels français et européens. Ça, c'est important à comprendre, parce que finalement, les industriels français maîtrisent les technologies de la combustion, de la boucle à eau chaude, là où finalement la pompe à chaleur est plutôt un produit qui vient d'Asie, qui est maîtrisé par les industriels asiatiques. Et donc quand on favorise la PAC hybride, eh bien c'est une façon de donner un avantage concurrentiel à nos industriels qui maîtrisent les deux technologies, les Français et les Européens. Donc c'est aussi intéressant et important à promouvoir. Voilà pour cette introduction, et je passe la parole peut-être à Emmanuel pour la suite de l'étude. Non. Oui, Maxime, pour une présentation d'Artelis, tout d'abord. Maxime Oui, Chamas. bonjour. Merci beaucoup pour cette invitation à contribuer à la présentation des résultats de cette étude. Donc, effectivement, comme Jean-Charles l'a dit, à Artelis, on a accompagné Coenov dans cette étude, donc dans la construction des jeux d'hypothèses des différents scénarios étudiés, et également dans la simulation du système électrique et du système énergétique dans son ensemble, et l'analyse de ces scénarios pour l'étude. Peut-être pour mieux situer Artelis, Artelis, c'est une société qui est spécialisée en modélisation de systèmes énergétiques et aide à la décision. Donc on utilise nos compétences pour des acteurs publics et privés, donc des régulateurs, des ministères, également la Commission européenne au niveau européen. On est implanté dans différents pays, donc beaucoup en France, mais également ailleurs en Europe et en Amérique.
Et donc notre activité, elle est autour de l'édition de logiciels et également de services utilisant ces logiciels. Donc en particulier dans le domaine de l'énergie, on développe des outils d'analyse et de simulation de systèmes énergétiques, et ce qui nous permet de réaliser différentes études sur le système énergétique, donc notamment de l'analyse de scénarios prospectifs voilà, d'évolution du système énergétique, l'analyse d'investissements, de nouvelles technologies, de comparaison de technologies comme par exemple les packs hybrides, et plus généralement aussi des études sur le développement de méthodologies. Voilà. Donc c'est dans ce cadre qu'on accompagne Coenov depuis plusieurs études maintenant. Et puis on va pouvoir détailler un peu plus ça dans la présentation. Merci Maxime, donc un cabinet d'études indépendant avec une technicité éprouvée. Emmanuel, à toi pour la présentation de l'étude. Merci beaucoup. Écoutez, je vais vous présenter donc l'étude. On va donc en plusieurs étapes, hein, bien sûr, le contexte, les objectifs, les hypothèses, et puis on passera aux résultats. Peut-être sur le contexte, c'est vrai que cette étude, elle est intéressante parce que initialement on l'avait lancée en 2024, puisque le bilan prévisionnel de 2023 de RTE venait de sortir. Et puis on a dû la mettre en suspens dans l'attente de certaines hypothèses structurantes qui nous manquaient et qui ont été publiées dans le volet bâtiment qui lui est sorti début 2025. Et quand on lit aujourd'hui les résultats de cette étude, c'est intéressant parce qu'on est dans un contexte où finalement la nécessité d'avancer s'accroît. On a la programmation pluriannuelle de l'énergie qui est toujours en attente. On a ce besoin de sortir des énergies fossiles qui se renforce jour après jour. On est dans un contexte où les tensions géopolitiques, chaque jour, en amènent de nouvelles. Et donc le besoin de souveraineté et que ça soit à la fois industriel et énergétique est important. Et puis bien sûr, on a ce cadre que l'on connaît tous, avec ces incertitudes autour des finances publiques et puis des pouvoirs d'achat. Donc cette étude, elle est intéressante parce qu'elle va peut-être permettre d'apporter des pistes de lecture ou des pistes de réponse face à ces enjeux. L'étude, elle est tournée autour de deux objectifs principaux. Le premier, c'est d'évaluer l'intérêt d'une pompe à chaleur hybride par rapport à une pompe à chaleur RO 100% électrique. Ça, c'est le premier objectif. Le second, comme l'expliquait Jean-Charles, c'est d'étudier un scénario avec un mix d'équipements plus équilibré dans le bâtiment qu'une vision qui consisterait à uniquement électrifier massivement le bâtiment, et aussi à regarder ce qui pourrait se passer si on atteignait les 20% de gaz vert dans les réseaux de gaz en 2030. Alors, forcément, comme toute étude, ce qui est important, c'est de bien caler les hypothèses. Je vais prendre un petit peu de temps pour les préciser, mais finalement, ce qu'il faut retenir en termes de grandes hypothèses, c'est qu'on s'est appuyé au maximum sur les hypothèses qu'a pris RTE à la fois dans son bilan prévisionnel et plus particulièrement dans le volet bâtiment. Parce que ce qu'on voulait, c'était faire varier uniquement quelques paramètres qui nous semblaient questionnables pour bien identifier l'impact qu'allait avoir la modification autour de ces paramètres. En particulier, il y a un sujet pour nous autour des packs hybrides, puisque on s'est rendu compte, vous savez qu'au sein de Coenov, donc on a des fabricants, des installateurs qui sont membres de l'association, et ils nous ont dit que finalement, la pack hybride qui était modélisée correspondait pas tout à fait à ce qui s'installait et à ce que eux préconisaient sur le marché. Donc on a modifié ces paramètres de fonctionnement, par exemple en prenant une chaudière avec un rendement de THPE tel qu'on les connaît aujourd'hui, en prenant en compte un fonctionnement en bivalence parallèle, c'est-à-dire que les deux générateurs peuvent fonctionner en même temps. La bascule vers la seule chaudière se fait soit sur des températures très très basses, soit sur un signal prix. Et puis ensuite, on a eu aussi une attention particulière sur le sujet de l'ECS. Ça, c'est un point qui nous semble important, puisque forcément, si on pense remplacer une chaudière installée dans un logement, cette chaudière, elle sert au chauffage, mais elle sert aussi à produire de l'eau chaude sanitaire. Et donc, quid des équipements qui seraient associés demain à une électrification du chauffage? Il faut bien penser aussi à l'eau chaude sanitaire. Cette analyse, Artélis nous en dira un mot tout à l'heure, on l'a conduite sur la base d'une simulation du modèle énergétique à la maille horaire et au niveau européen. C'est extrêmement important pour nous parce que finalement les émissions de CO2, si on reste au seul périmètre de la France, eh bien on n'a qu'une vision un peu
parcellaire de la situation, puisque forcément, on va être amené à importer de l'électricité si on en a besoin, par exemple, dans des pics de froid en hiver. Et cette électricité, elle peut avoir un contenu carbone quand elle vient enfin, plus variable de celui qu'on a en France, quand elle vient d'ailleurs en Europe. Emmanuel, on a une question sur, j'en profite, hein, sur le coefficient de performance de la PAC hybride en basse température. Est-ce que tu peux nous donner ce coefficient? Peut-être que tu vas y venir après, c'est bien ça? On va y venir après. Et puis bien sûr, pour tous les aspects économiques, nous avons fait une étude en coût complet. En coût complet, ça veut dire qu'on regarde les productions d'énergie, mais bien sûr les coûts de réseau, les coûts aussi des équipements, de l'installation chez les particuliers, chez les ménages, dans les entreprises. Voilà, donc c'est une étude en coût complet, comme d'ailleurs RTE pourrait le regarder aussi, hein, bien sûr, qui prend en compte ces paramètres. Il y a plus de son. Ce TYNDP, qui, il faut se le dire, est un scénario assez favorable aux solutions électriques, puisqu'il est très ambitieux à la maille européenne en termes de décarbonation du mix énergétique, du mix électrique, pardon. Bon, Artelis nous en dira un mot. Les capacités de pointe sont optimisées pour respecter les critères usuels de sécurité d'appro. Et puis les simulations, on les a faites sur la base de 3 années météorologiques qu'on a sélectionnées comme étant chaudes, moyennes et froides pour voir ce que ça pouvait donner de manière générale. Concernant les équipements, alors c'est vrai que là il faut y passer un petit peu de temps parce que vous savez que souvent il y a un débat autour de la bonne performance des équipements, en particulier des pompes à chaleur. Donc nous c'est assez simple, on a utilisé la méthode 3CL pour prendre l'ensemble des rendements, qu'ils soient des rendements de génération ou hors génération, des différents équipements. Et en ce qui concerne les pompes à chaleur, comme on disposait des résultats de l'étude SAMPAC, pour toutes les pompes à chaleur en rénovation, on a pu utiliser les résultats. L'étude de l'ADEME récente sur les 100 pompes à chaleur en fonctionnement, quoi, en maison individuelle. C'est ça, cette étude commandée par l'ADEME et la DGEC, qu'Enertech a supervisée, donc une étude riche en enseignements, et donc on a pu utiliser la sortie, les COP issus de cette campagne de mesure, pour les prendre en compte directement. Pour ce qui est tout ce qui concerne l'eau chaude sanitaire, eh bien, on a regardé comment le marché se répartissait sur une base historique à travers des données sereines. Et puis pour tout ce qui est installation par exemple de pompes à chaleur en remplacement d'une chaudière, on s'est appuyé sur nos fabricants et nos installateurs au sein de Coenov qui nous ont expliqué leur vision du marché pour construire du coup une répartition logique. Sur les prix, eh bien, pareil, on dispose de fabricants et d'installateurs au sein de Coenov, donc on a pu établir l'évaluation. On s'est appuyé sur des dimensionnements qui correspondent à des bâtiments type du parc gaz. Pour le prix des énergies, on s'est appuyé sur le BP de RTE. Pour le prix de la tonne de CO2, sur le TYNDP. Et puis sur le coût des infra-élec, eh bien, c'est des données Artelis et puis bien sûr des sorties du modèle d'Artelis. Concernant le parc de bâtiments, la trajectoire de rénovation, c'est celle qu'a prise RTE. Les volumes de construction neuve, c'est celle qu'a pris RTE dans son bilan prévisionnel. On n'y a pas touché, on n'a pas fait d'évolution sur ces paramètres. Alors, si maintenant on va un petit peu plus loin en termes de méthodologie, on a commencé par reconstituer, enfin Artelis a pu reconstituer ce qu'on a appelé notre scénario S1, qui est un scénario finalement qui vient copier-coller le scénario de référence de RTE, donc le fameux scénario référence, le AREF de RTE dans son BP 2023. Et une fois que ce scénario a été remodélisé, eh bien, on a pu du coup construire des scénarios où on a fait bouger quelques paramètres. Donc à chaque fois, en modifiant
un seul pour pouvoir identifier son impact et le comparer à ce scénario de référence. Donc on a des scénarios S1.1 et S1.2, vous le verrez, où on va se concentrer sur le sujet de l'intérêt des packs hybrides. Et puis on a d'autres scénarios où on va pouvoir comparer l'intérêt d'un mix plus équilibré d'équipements dans le parc du bâtiment en 2030, et puis avec aussi une proportion supplémentaire de biométhane dans le scénario S4, ce fameux 20% qui finalement correspond à la vision de la filière gazière pour l'injection de biométhane dans les réseaux en 2030. Mais là, l'idée, hein, c'était vraiment qu'entre chaque scénario, on ne fasse bouger qu'un seul paramètre pour bien identifier son impact. Voilà, parce que si on avait modifié à la fois un mix d'équipements et puis un pourcentage de gaz vert, finalement, on n'aurait pas su qu'est-ce qui faisait bouger les conclusions. Alors que là, on fait bouger, d'abord, on modifie juste les hybrides et on voit l'impact que ça a, et puis ensuite le parc d'équipements, et puis ensuite le pourcentage de gaz vert, et là, on voit vraiment l'ensemble des conclusions différenciées. Sur le modèle, peut-être Artélis. Oui, pour dire deux mots sur ce qu'on a fait pour analyser, pour implémenter et analyser ces scénarios. Donc, on a utilisé notre logiciel Artélis Crystal Supergrid, donc qui est un logiciel qu'on développe en interne à Artélis et aussi qu'on commercialise, qui nous permet de simuler le comportement du système électrique. Et tout ce qui touche au système électrique, donc électrifiable également, qui fonctionne sur la base de jeux d'hypothèses qu'on donne en entrée, donc un peu les hypothèses que tu as décrites tout à l'heure, donc à la fois les prévisions d'évolution du système électrique, que ce soit le parc de production, défini par RTE et par le TYNDP au niveau européen. Et on rentre également des décisions politiques sur les capacités nucléaires, critères de sécurité d'approvisionnement, etc. Et l'outil permet de simuler au pas de temps horaire le comportement du système en prenant en compte les interconnexions avec les pays européens, donc de bien comprendre les équilibres entre production en France, import-export et l'impact que ça a finalement sur l'ensemble du système européen. Que ce soit en termes de consommation et production, mais également émissions de carbone. Donc pour ça, on optimise également les capacités de production de pointe de manière à respecter un critère de sécurité d'approvisionnement de 3 heures de défaillance en moyenne sur le système. Et dans ce modèle, on représente également la demande avec un certain niveau de détail. Donc là, c'est particulièrement important pour cette étude, où on détaille justement le fonctionnement des pompes à chaleur électriques et hybrides, avec une modélisation explicite qui permet de prendre en compte leur COP, l'évolution du COP en fonction de la température, également bien sûr la dépendance de la demande en tant que telle de chaleur à la température, et également, comme on a pu le voir sur la présentation de Jean-Charles, la dépendance de la puissance de la PAC en la température. Donc tout ça, c'est des aspects vraiment importants à prendre en compte dans l'analyse, qui sont intégrés à notre modèle, qui permet d'avoir une vision d'ensemble sur ce système et de comparer différents scénarios. Le scénario que tu vas certainement présenter. Avant de te laisser présenter Emmanuel, on a une question sur le chat sur la cible finalement de la PAC hybride. La question est celle-ci. La pompe à chaleur classique, c'est plutôt pour des installations, des bâtiments qui sont récents, moins sensibles au grand froid. Votre cible serait-elle des maisons plus anciennes avec un chauffage haute température où la pompe à chaleur n'est pas performante? Alors, ce qui fait la performance d'une pompe à chaleur, c'est l'écart entre la source froide et la température d'émission qu'elle va avoir. Donc, on peut tout à fait avoir des pompes à chaleur performantes dans des bâtiments qui sont déperditifs, mais ça pose la question après du confort et surtout de l'investissement que le ménage va avoir à faire dans la machine, puisqu'elle va être très fortement dimensionnée pour couvrir les besoins du bâtiment quand il va faire très froid. Et le prix probablement aussi. Et donc, comme Jean-Charles le disait, effectivement, son prix va aussi s'inflater. Donc l'intérêt d'une pompe à chaleur hybride, c'est finalement de se dire, je vais réduire la puissance de ma partie PAC, ma partie pompe à chaleur. En réduisant cette puissance, je vais quand même pouvoir couvrir 80%, je crois que dans notre sortie de modèle de l'étude, on arrive même jusqu'à 90% de taux de couverture
par la pompe à chaleur, la partie pompe à chaleur de la PAC hybride, des besoins de chauffage du logement. Mais les 10% qui restent, ils sont couverts par la chaudière. Et donc, ça m'a permis d'économiser de la puissance thermodynamique avec un équipement moins onéreux. Et en même temps, ça apporte un bénéfice, du coup, puisque le système électrique va avoir finalement une sorte d'effacement de la puissance électrique consommée en période de froid, puisqu'on va basculer sur le gaz. Donc des économies d'énergie également. Exactement. On peut passer à la comparaison PAC hybride, PAC RO. Alors, oui, un dernier point, mais on a également fait des stress tests, j'y reviendrai par la suite, rentrons tout de suite plutôt dans le vif du sujet. Premier objectif, comparer à l'intérêt d'une PAC hybride et versus une PAC RO sur quelques indicateurs. Donc, ce qu'on a fait, c'est que finalement, là où le volet bâtiment de RTE avait des hypothèses que nous, on pense être tout à fait contestables sur le mode de fonctionnement de la machine, eh ben, on a modifié ces hypothèses, comme j'expliquais tout à l'heure, et puis on a du coup remplacé 700 000 PAC RO électriques par 700 000 PAC hybrides pour voir un peu ce que ça pourrait donner et avoir un peu une approche marginale de l'intérêt d'une PAC hybride par rapport à une PAC. Pourquoi 700 000 ? Tout simplement parce que c'est une des variantes qu'a fait RTE dans son volet bâtiment, et donc ça nous permet de comparer aussi nos résultats avec eux. Le S1, on fait cet exercice, mais en prenant uniquement une approche centrée sur le chauffage, et le S1-2, on intègre le sujet de l'eau chaude sanitaire. Bon, voilà, vous voyez, donc c'est quand même très important ce genre de tableau. Vous voyez, ce qu'on a fait bouger ici, c'est uniquement le nombre d'équipements PAC hybrides sur l'ensemble d'équipements constitutifs du parc de bâtiments. Voilà, là on voit que le parc de bâtiments de résidence principale, c'est environ 30 millions de logements en France avec les différentes technologies de chauffage. Et donc c'est pour ça qu'on dit que là on fait des hypothèses toutes choses égales par ailleurs. Il y a juste le nombre de PAC hybrides qui varie. 700 000 PAC RO en moins, 700 000 PAC hybrides en plus. Et on va regarder ce que ça donne en termes de résultats avec un fonctionnement qui est plus adapté à ce qui se passe dans la réalité par rapport à ce qu'avait pris RTE dans son bilan prévisionnel sur la performance effectivement de la chaudière ou le fonctionnement des PAC hybrides. Une autre question sur le COP. Pourquoi le COP saisonnier calculé selon la méthode 3CL diffère-t-il autant du COP réellement observé en exploitation ? Alors qu'il y ait une différence entre une méthode, j'allais dire, théorique et la réalité, c'est normal. Enfin, chaque méthode a des inconvénients. Nous, on a retenu la méthode 3CL parce que c'est une méthode qui fait quand même globalement consensus, puisque je vous rappelle que c'est la méthode qui permet d'établir les diagnostics de performance énergétique. Et puis, du coup, ça sert de base de données, voilà, non a priori contestable. Et comme je le disais, on a enrichi avec les dernières infos qu'on pouvait avoir sur les PAC RO en rénovation grâce à l'étude sans PAC. Jeanne, je te passe la main pour présenter le... Alors, donc, quelques résultats de l'étude. Donc, quand on remplace 700 000 PAC RO par 700 000 PAC hybrides dans ce scénario, on constate une baisse d'environ 0,4 TWh de la consommation électrique sur l'usage chauffage. Et si on regarde également l'eau chaude sanitaire, on arrive à une baisse d'environ 0,9 TWh. Cette baisse de consommation sur le chauffage, ça va impliquer une baisse des productions issues de cycles combinés gaz et turbines à combustion en Europe, principalement dans des pays voisins de la France. Et sur l'usage eau chaude sanitaire, on va, qui est donc moins thermosensible et plus flexible, on va réduire également de la production issue de cycles combinés gaz, mais aussi de la production décarbonée issue du nucléaire. Donc on peut regarder ce que ça donne en termes d'émissions de CO2. Donc sur l'usage chauffage uniquement, à l'échelle de l'Europe, on va avoir des émissions qui sont quasiment équivalentes entre les deux scénarios. Donc le scénario avec plus de PAC hybride émet de façon quasiment équivalente que le scénario avec 700 000 PAC RO en plus. Et ce qui on rapporte ces émissions par PAC hybride, on trouve un chiffre qui est à peu près 5 fois inférieur à celui qui était présenté dans le bilan prévisionnel de RTE. En revanche, si on inclut l'usage eau chaude sanitaire, là on a des émissions qui sont légèrement
supérieur dans le scénario avec 700 000 packs hybrides en plus, tout simplement parce que on va venir brûler plus de gaz dans les chaudières, notamment pour faire de l'eau chaude, et on va effacer de la production en partie décarbonée, comme on l'a vu sur la slide précédente. Là, on précise bien qu'on est avec le même pourcentage de gaz vert que ce que prenait RTE dans ses simulations, c'est-à-dire 10% de gaz vert. Donc ça, c'est quand même important de le dire. On ne fait pas varier le pourcentage de gaz vert. Et pourquoi on dit que c'est à peu près équivalent? Il y a une légère hausse. Là, on le voit, il y a le maille européenne, plus 0,02, plus 0,09. C'est à comparer finalement aux chiffres, aux millions de tonnes de CO2 qui sont consacrés au secteur du bâtiment en 2030 dans les scénarios du SGPE, de RTE, qui sont de 32, 33, 35 millions de tonnes pour le secteur du bâtiment. Donc voilà pourquoi on dit que c'est à peu près équivalent entre pack Aero et pack hybride sur ces 700 000 équipements. Voilà. Ensuite, si on regarde l'impact sur la flexibilité du système électrique, on a un système qui va être globalement plus flexible dans le scénario avec plus de packs hybrides. Donc un premier indicateur qu'on a regardé, c'est la consommation nette. Ce qu'on appelle consommation nette ici, ça va être la consommation électrique à laquelle on aura retranché la production renouvelable. Et donc la pointe de consommation nette, finalement, ça va correspondre à un moment où on a une forte consommation électrique, mais une production renouvelable relativement faible, et donc un système qui va être plus tendu à ce moment-là, et par exemple le prix de l'électricité pourrait être assez élevé à ce moment-là. Quand on regarde cet indicateur-là, on constate qu'on arrive à baisser, avec 700 000 packs hybrides en remplacement de 700 000 packs électriques, 1,3 gigawatts de pointe nette, et donc rapporté par pack hybride, ça revient à environ 1,9 kW. RTE avancer un chiffre de 2,1 kW sur les marges de gain sur les marges du système électrique, donc on a quelque chose de relativement proche ici. Et ce gain, on peut revenir juste avant, oui, merci. Et sur ce gain sur la pointe nette, il va permettre également de faire moins d'investissement dans les capacités de pointe, donc ici les turbines à combustion, on en installe dans notre modélisation 700 MW en moins dans le scénario avec plus de packs hybrides. Et voilà, donc le dernier indicateur qu'on a regardé, c'est sur les coûts. Donc on a comparé l'ensemble des coûts pour la collectivité à l'échelle de la France. Donc si on regarde l'usage chauffage uniquement, on va avoir une baisse d'à peu près 100 millions d'euros par an à l'échelle de la France pour 700 000 packs hybrides en remplacement de 700 000 packs Aero. Et cette baisse, elle est surtout due au fait qu'on gagne pas mal sur le coût des équipements de chauffage. Et également, on a moins besoin d'investir dans les capacités de pointe pour le système électrique, ce qui permet aussi de gagner. Et lorsqu'on regarde ensemble chauffage et eau chaude sanitaire, on gagne 150 millions d'euros par an dans le scénario avec plus de packs hybrides. Et pour l'eau chaude sanitaire, c'est surtout le coût des équipements qui fait vraiment la différence. Merci beaucoup, Jeanne. Donc, c'est intéressant parce qu'effectivement, donc, on voit que la pack hybride finalement apporte des économies à l'échelle de la collectivité France. Donc finalement, c'est un équipement qui mériterait sans doute d'être davantage aidé compte tenu des bénéfices qu'elle permet d'apporter à l'ensemble du système. Donc en conclusion, sur la partie pack hybride, vous l'avez compris, remplacer 700 000 packs électriques par 700 000 packs hybrides dans le scénario de référence de RTE, dans l'étude que l'on a faite, ça permet d'économiser jusqu'à 160 millions d'euros d'économies annuelles, réduire les capacités de pointe avec des émissions de CO2 quasi identiques. Et puis, c'est pas une sortie de l'étude, mais la pack hybride conserve également tous les bénéfices qu'évoquait Jean-Charles en préambule en termes de confort, de soutien à l'industrie franco-européenne, par exemple. Et j'ai une question pour Jean-Charles et pour toi là-dessus. Pourquoi on ne va pas plus loin aujourd'hui du coup sur la pack hybride? Pourquoi les pouvoirs publics ne prennent pas plus en compte cet équipement? Justement, c'est ce qui nous a aussi poussé à faire cette étude, c'est que l'analyse de RTE, avec des paramètres qui étaient un peu différents et qui, selon nous, ne correspondaient pas à la réalité de fonctionnement des packs hybrides, venait expliquer que la pack hybride n'avait pas autant d'atouts que ceux que nous, on démontre. Et donc, les pouvoirs publics, sur cette base-là, finalement, sont peut-être hésitants à soutenir une solution. Et c'est pour ça que ça nous tenait à cœur de montrer cette étude avec des paramètres qui correspondent plus à la réalité de ce produit. Voilà. Et puis, c'est un produit qui est nouveau, finalement, enfin, qui est pas nouveau, puisque c'est l'alliance de deux produits, mais qui est émergent en termes
de nombre d'appareils qui se vendent. Il faut aussi que les installateurs, les mainteneurs s'approprient, puisqu'on a les deux technologies, le faire connaître aux clients. Donc on a vraiment un challenge là pour essayer d'amplifier les packs hybrides. Ouais. Alors, on va passer maintenant donc, du coup au deuxième objectif, donc, qui était d'étudier un scénario avec un mix plus équilibré et puis avec un peu plus de gaz vert dans les réseaux. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en voulant remodéliser un parc d'équipements différents, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de créer, enfin, de construire un scénario qu'on a appelé scénario S2 RTE référence révisée. Puisqu'en fait, on a constaté, et je vais l'expliquer par la suite, que les flux de remplacement de logements gaz vers des logements équipés du coup demain de pompes à chaleur étaient incohérents à double titre, à la fois au regard des impossibilités techniques de mettre en place systématiquement une pompe à chaleur en remplacement de chaudière, et aussi au regard des fréquences observées de renouvellement des équipements dans les foyers. Donc on a construit un scénario S2 qui conserve l'objectif global d'électrification promu dans le scénario de référence de RTE, mais qui finalement va substituer 500 000 pompes à chaleur RO par 500 000 logements équipés de solutions à effet Joule, du fait voilà, des deux éléments que je viens de préciser. Et c'est à ce scénario S2 que l'on va opposer du coup un scénario avec un mix d'équipements plus équilibré selon nous. Donc on retrouvera 9,9 millions de logements équipés de chaudière gaz, donc 1 million de moins qu'en 2022. Ce 9,9 millions, encore une fois, on ne l'a pas choisi nous, puisque c'est la variante réduction gaz moins qu'utilise RTE dans son volet bâtiment. Et puis, du coup, il y a un peu moins de pompes à chaleur RO. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté du coup une composante hybridation à hauteur de 500 000 pompes à chaleur hybrides qui s'installeraient d'ici 2030, qu'on a pris sur le volume de pack RO, puisqu'une pompe à chaleur hybride est avant tout une pompe à chaleur. Alors, j'ai deux questions. Premièrement, de Madame Delphine de Robert, chef de projet à Grenoble-Alpes Métropole, qui dit bonjour, dans notre révision de notre schéma directeur énergie, nous avons un chiffre proche de votre étude de viser 2% du parc de logements pack hybride. Le challenge, en effet, est la présence de professionnels sur le terrain pour l'entretien et la maintenance. Pardon. Comment avez-vous traité cela dans vos travaux ? Alors, c'est un sujet là qu'on n'a pas traité dans nos travaux, mais c'est un sujet qu'on a bien dans le radar, parce qu'on travaille beaucoup avec les fédérations, Fédération française du bâtiment, SINASA, le service après-vente, la CAPEB, les artisans, pour essayer de former au maximum les professionnels à la connaissance et à l'installation, l'entretien, la maintenance de ces solutions. Donc oui, là, je souscris à la question qui a été posée. Effectivement, il y a un enjeu de faire connaître ces technologies, il y a un enjeu pour nos fabricants d'avoir des gammes d'appareils optimisés, il y a un enjeu de prix, mais il y a aussi un enjeu que les professionnels se l'approprient et l'installent, effectivement. Merci Jean-Charles. Une autre question de Monsieur Rougetet de l'UFE. Quel raisonnement vous permet d'affirmer que les émissions évitées par la PAC hybride sont des émissions liées à des CCGT ? Donc, CCGT, un centrale à gaz à cycle combiné, c'est ça ? C'est ça, exactement. Donc, c'est vraiment pas une hypothèse en soi, hein. C'est le résultat d'une simulation du système électrique qui prend en compte l'ensemble des capacités de production disponibles, avec des hypothèses standards sur leur disponibilité à chaque moment de l'année, et qui prend en compte du coup la consommation qui peut être modifiée entre les cas, donc avec 700 000 packs ou non. Ou 700 000 packs hybrides. Et donc c'est vraiment un résultat d'équilibre offre-demande qui entraîne un appel moindre de certaines productions. Donc, dans le cas de la première comparaison S1 versus S1.1, c'était principalement effectivement du thermique qui évoluait principalement à l'étranger. Mais on voit que c'est pas systématique. Par exemple, dans le cas où c'était le CS, on voyait qu'il y avait aussi d'autres productions affectées, hein, notamment le nucléaire. Donc c'est vraiment le résultat d'un équilibre offre-demande
du comportement en fait, du système électrique tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Donc voilà, c'est pas une hypothèse de, voilà, de travail, exactement. C'est un résultat. Merci. Et avant de poursuivre, une dernière question. Avez-vous intégré les consommations de clim induites par l'installation des packs dans les consos d'électricité ou l'étude est-elle menée à usage égaux? Non, on n'a pas touché à ces paramètres-là. On a uniquement, enfin, vraiment, c'est l'esprit de cette étude, c'est qu'on se cale sur le scénario de RTE et on fait juste varier, donc en l'occurrence sur les packs hybrides, les deux paramètres que j'évoquais, la manière dont fonctionne la machine, telle qu'elle s'installe aujourd'hui, et du coup, ensuite, le nombre, 700 000 packs Aero remplacé par 700 000 packs hybrides dans la première version. Merci, on peut poursuivre. Donc là, si on revient sur le sujet des scénarios qu'on doit intercomparer pour voir l'intérêt d'un mix plus équilibré, donc vous retrouvez là sur la diapo ce que je viens d'évoquer à l'instant. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que finalement le scénario S2 qu'on a reconstitué, vous l'avez compris, c'est un scénario qui permet de comprendre ce que seraient finalement les conséquences réelles d'une stratégie d'électrification massive qui n'intégrerait pas ou pas suffisamment les contraintes techniques ou organisationnelles d'implantation des technologies pompe à chaleur. Voilà, donc je vous ai remis cette petite diapo avec finalement les paramètres qui ont changé dans le parc d'équipement. Donc plus de chaudières dans le S3, mais toujours moins qu'en 2022, 1 million de moins. Des pompes à chaleur RO, du coup, dont le stock diminue, mais qui augmente bien sûr par rapport à 2022-2023. Et puis un peu plus de pack hybride. Alors, ce scénario S2, ça c'est un point qui nous semble important d'expliciter, c'est que ce scénario S2, qu'est-ce qui nous a amené à le reconstituer? En fait, si on lit attentivement le scénario de référence AREV de RTE, on se rend compte que pour tenir les objectifs, il faut une perte nette de logements gaz entre 2024 et 2030 sur 6 ans de 425 000 logements qui basculeraient donc du gaz à la pompe à chaleur. Et puis, toujours à la lecture du document, on se rend compte qu'il y a forcément des destructions qui sont en jeu. Il y a du passage au RCU avec des objectifs fixés. Il peut y avoir aussi du passage au bois, là en l'occurrence non. Il y a du passage à l'effet Joule qui est déjà pris en compte dans le volet bâtiment. Et puis il y a un flux aussi positif de logements gaz, puisqu'il peut y avoir de la conversion encore fuel gaz. Et puis il aurait pu y avoir de nouveaux logements gaz, ce qui est plus contrainte bien sûr par la RE 2020. Et donc on arrive au total au besoin de convertir 302 000 logements résidences principales gaz vers de la pompe à chaleur. Et ce chiffre-là, il nous a un peu surpris parce que effectivement, si on regarde sur les différents grands segments de marché, les maisons individuelles, les logements collectifs avec une chaufferie, ou les logements collectifs avec un chauffage individuel, si on regarde la réalité des choses, la fréquence de renouvellement, c'est depuis des décennies toujours la même, c'est les ménages remplacent leurs équipements quand ils arrivent en fin de vie. Donc on s'est basé sur des durées de vie moyennes pour évaluer du coup le flux que cela pourrait représenter. On a bien sûr du coup soustrait les destructions, on a soustrait les conversions au RCU, en l'occurrence sur les logements collectifs avec chaufferie. Et puis ensuite, on a appliqué des hypothèses de potentiel de conversion vers la pompe à chaleur. Donc pour les maisons individuelles, typiquement, on s'est aligné sur ce qu'avait pris RTE, issu d'une étude écossaise extrapolée à la France, donc le 85%. C'est un chiffre qui nous paraît contestable, puisqu'aujourd'hui, les maisons individuelles au gaz sont essentiellement, pour plus de moitié, dans des villes de plus de 10 000 habitants, là où, justement, c'est plus difficile, parce qu'il y a un manque d'espace, de mettre en place une pompe à chaleur. Mais peu importe, on a pris ce chiffre. Pour tout ce qui est logement collectif avec chaufferie, on a pris une hypothèse de 50% tirée de l'étude Pouget pour la DHUP de 2022 qu'évoquait Jean-Charles tout à l'heure. Et puis pareil, pour 7% pour les chaudières individuelles gaz en logement collectif, issues de la même étude.
Et donc on arrive, nous, à une faisabilité maximale autour de 216 000 logements qui pourraient passer à la pompe à chaleur. Alors, entendons-nous bien, là on parle uniquement de pompes à chaleur qui s'installeraient en remplacement de chaudière gaz. Il y a d'autres pompes à chaleur qui vont s'installer en remplacement de fuel, dans le neuf typiquement, etc. Et donc, 302 000 moins 216, ça fait 86 000. Et donc, on constate que finalement, si on voulait conserver l'objectif pris par RTE d'électrification du bâtiment en 2030, ça serait 571 000 logements qui finalement ne seraient pas équipés de pompes à chaleur, mais plutôt d'effet Joule d'ici 2030. Et ce 571 000, on l'a arrondi à 500 000 pour voir ce que ça donnait. Voilà, donc ça, c'est quand même important parce que c'est au cœur de l'étude. C'est que finalement, quand on a des scénarios d'électrification à outrance du secteur du bâtiment, et que nous, on conteste, on ne pense pas que c'est le meilleur optimum, mais si on prend ceux qui sont présentés par RTE et qu'on les suit, ça ne se traduit pas comme RTE l'imagine par autant de pompes à chaleur qui sont installées, parce qu'il y a des difficultés techniques, parce qu'il y a des impossibilités économiques, mais ça se traduira mathématiquement par des pompes à chaleur, certes, en remplacement d'équipements gaz, mais aussi des effets Joule. Et ça a des conséquences sur l'ensemble des simulations et du système énergétique. Donc maintenant, de nouveau, quelques résultats de comparaison entre le scénario S3 et le scénario S2 électrifié. Donc à l'échelle de l'Europe, le scénario S3 avec un peu plus de gaz émet quand même légèrement plus que le scénario électrifié, parce que le gaz, les émissions liées au gaz qui va être brûlé dans les chaudières et dans les packs hybrides sont compensées en partie, mais pas totalement, par une baisse des émissions sur le système électrique européen. En fait, c'est de nouveau surtout des cycles combinés gaz qui vont effacer leur production. Et comme les hypothèses qu'on a prises qui se basent sur les scénarios TMNP de l'ENSOE sont assez ambitieux sur la sortie du charbon, des centrales charbon et lignite, donc c'est pas ces productions très carbonées qu'on va effacer, ce sont surtout des cycles combinés gaz qui sont plus performantes et moins émissives. Donc à nouveau, dans un scénario avec un scénario moins électrifié, S3, on va avoir un système électrique qui va être plus flexible. Ici, on réduit la pointe de consommation nette de presque 4 gigawatts dans le scénario S3 par rapport au scénario S2, et ce qui permet d'avoir presque 2 gigawatts de moins de capacité de pointe pour assurer la sécurité d'approvisionnement. Et enfin, quand on regarde les coûts, donc le scénario S3 avec un mix plus équilibré va coûter à l'échelle de la collectivité de la France environ 1 milliard de moins que le scénario S2 électrifié. Et cette baisse de coût, elle est principalement portée par des équipements de chauffage qui sont moins chers, et le fait aussi qu'on va, donc là c'est la partie en bleu clair, on va avoir moins d'import d'électricité de l'étranger, donc on va aussi avoir une réduction des coûts de ce point de vue-là. Et lorsqu'enfin on regarde le scénario S4 que Emmanuel a présenté tout à l'heure, donc le même mix de chauffage que S3, mais cette fois-ci avec 20% de biométhane. Dans S2 on garde toujours 10% de biométhane. Donc la comparaison entre S4 et S2 donne que le scénario avec plus de biométhane permet de réduire plus significativement les émissions de CO2, même à l'échelle de l'Europe. Et en termes de coût, donc certes, donc là on a utilisé l'hypothèse de coût pour le biométhane de 100 € par mégawattheure PCS qui est dans le volet bâtiment de RTE. Donc on compare par rapport à S3 forcément, donc on est plus cher que le scénario S3 vu qu'on va utiliser du gaz qui est en moyenne plus cher. En revanche, quand on regarde S4 par rapport au scénario électrifié S2, on a des coûts qui sont quasiment équivalents, un peu favorables quand même au scénario S4 puisqu'on a une baisse de 73 millions d'euros par an des coûts. Pour finir cette présentation, je voulais évoquer, donc au tout début, on a également fait des stress tests. Voilà, comment se réagissent les différents scénarios en cas d'aléa. Donc, on a repris le scénario de moindre isolation tel qu'il est pris par RTE dans son bilan prévisionnel. On a repris aussi une hypothèse avec un aléa sur le retard du développement de parcs ENR selon la trajectoire basse que prend RTE.
Et puis on a ajouté aussi un nouvel aléa qui correspondrait finalement à une indisponibilité du nucléaire tel qu'on l'a connu en 2022. Tous ces scénarios vont finalement dans le même sens. Un scénario avec un mix, et c'est forcément j'enfonce une porte ouverte, un scénario avec un mix d'équipements plus équilibré finalement est plus résilient face à des aléas. À titre d'exemple sur ce qui se passe en cas d'indisponibilité du parc nucléaire, eh bien, en fait on voit que dans tous les cas le scénario soit électrifié S2, soit le scénario avec un mix d'équipements X3 vont émettre fortement plus de gaz à effet de serre en 2030. Néanmoins, le scénario S3 va en émettre un peu moins, et c'est en ce sens-là qu'on peut nous conclure qu'il est plus résilient sur cet aspect-là. Pareil sur les problématiques de capacité de pointe nécessaires en France, eh bien, on va avoir besoin d'un peu moins ou dans une proportion moindre de capacités installées dans un scénario avec un mix plus équilibré. Et puis sur les coûts, c'est pareil. Du coup, on a besoin de moins importer d'électricité et le scénario est plus résilient. Donc au total, finalement, en résumé, cette étude sur l'aspect pack hybride, elle montre que cette technologie, qui est un peu un fleuron de l'industrie franco-européenne, eh bien, c'est une technologie intéressante parce qu'elle émet de manière équivalente à une pompe à chaleur des émissions de gaz à effet de serre. Elle apporte de la flexibilité, ça a été démontré, et RTE le reconnaissait bien sûr dans son volet bâtiment. Et puis, eh bien, finalement, elle vient réduire ce qu'on pourrait appeler le coût d'usage de chauffage et le coût d'eau chaude sanitaire pour la collectivité. Sur le scénario avec un mix équilibré et avec 20% de gaz vert, on constate qu'on arrive, en sortie du modèle et de la simulation, à un scénario qui est moins émetteur, notamment à la maille européenne, qui apporte de la flexibilité, qui est moins onéreux et qui est plus robuste en cas d'aléa. Merci beaucoup, bravo à tous les quatre parce que vous avez réussi à tenir dans le timing, il nous reste même un petit peu de temps. Je précise qu'on peut retrouver cette étude ainsi que le replay de ce webinaire sur le site internet de Coenov. Alors le replay pas tout de suite, demain je pense, mais l'étude y est déjà. Et Jean-Charles, peut-être que tu veux dire un petit mot complémentaire. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions, vous n'hésitez pas s'il y en a. Ah, j'en ai une. Eh bien, j'en ai une, c'est parfait. La prise en compte de l'impact de la hausse du taux de biométhane dans le S4 porte-t-elle sur toute la consommation du gaz du parc ou seulement sur les chaudières neuves? Autrement dit, l'impact du taux de biogaz reste-t-il limité au périmètre des nouveaux systèmes ou s'applique-t-il à tout le système? Il s'applique à tout le système. On ne flèche pas la nouvelle quantité de biométhane, l'écart entre les 10% et les 20%, il n'est pas fléché spécifiquement vers les équipements gaz. Non, il est diffusé dans le réseau et on constate du coup ces résultats. Et je précise que ce 20%, il ne vient pas de nulle part, hein, c'est un chiffre que défend la filière, c'est 60 TWh de gaz vert en 2030 sur une consommation qui pourrait être de 320 TWh de gaz à cet horizon-là, avec les actions de sobriété, de rénovation, d'efficacité énergétique des appareils. Donc finalement, ce 20%, il est là, et il est cohérent finalement avec un chiffre que les pouvoirs publics annoncent dans la programmation pluriannuelle de l'énergie qu'on appelle de nos voeux. Donc tant qu'elle n'est pas parue, je ne me permettrai pas de dire que ça y sera, mais on entend dire qu'il pourrait y avoir un objectif de 50 TWh de biogaz, dont 44 injectés. Donc finalement, on est proche de ces objectifs de la filière. Donc c'est pas incohérent de penser qu'on sera proche de ce 20% de gaz vert en 2030. Et c'est pour ça que ces scénarios et ces simulations sont intéressantes à regarder. Et effectivement, dans S3, on a 1 milliard d'euros d'économies liées à un parc d'équipements bien plus diversifié qu'une électrification à outrance. Et bien ce milliard d'euros d'économies, il est quelque part compensé par les surcoûts du biogaz
biogaz dans le scénario S4, parce que oui, produire et consommer du biogaz en France, ça a un coût. Le biogaz issu d'un méthaniseur coûte plus cher que le gaz fossile importé, mais il y a aussi énormément d'externalités positives qu'il est difficile de chiffrer, mais dans la balance commerciale, c'est intéressant parce que du coup, on se passe d'énergie fossile importée, parce que c'est des emplois sur les territoires, parce que ce sont des revenus complémentaires pour les agriculteurs, parce qu'il y a aussi de la production de digesta et donc ces engrais en moins que les consommateurs consomment. Donc dans le coût du biogaz, finalement, dans ce milliard d'euros d'écart entre S3 et S4, il y a aussi beaucoup d'externalités positives, beaucoup de retombées pour le pays qui ne sont pas chiffrées là. Merci beaucoup Jean-Charles. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire. Et nous organiserons une 19e session d'Inogaz au premier trimestre, a priori, et vous y serez toutes et tous, bien entendu, conviés. Bonne journée et à très bientôt. Record.